fait-on un couple? Le drame aujourd'hui, c'est que beaucoup de jeunes, du moment qu'ils s'aiment, partent de la vie, ils ne savent pas pour faire quoi. Et ils sont très étonnés de voir plus tard et que chacun a une conception radicalement différente de l'amour, de l'argent, de la politique, de tout. Et un jour, le fossé se creuse. Oui. Alors, quel est l'objectif? Pourquoi fait-on un couple? Dans quel but? Qu'est-ce qu'on va construire? L'amour est une construction. Vous avez premièrement à construire la communauté amoureuse. Ce qui importe, c'est de faire une communauté d'amour. Et c'est pas facile de faire une communauté. Regardez la communauté européenne, ce que c'est difficile. On est toujours en tension. Pourquoi? Parce qu'on rêve d'unité, on veut n'être qu'un, n'avoir qu'un président, qu'un euro, qu'une constitution. Oui, mais on veut rester anglais. Hein. Puis français. Et dès qu'un pays a l'impression que ses intérêts sont bafoués, il arrêter la communauté. Et la communauté, toujours, on se demande si elle ne va pas craquer. Elle ne va pas craquer. Mais elle va aller de tension en tension. La communauté conjugale, c'est la même chose. C'est très difficile de faire une vraie communauté d'amour. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une communauté? C'est la création d'un nous. C'est pas un je plus un tu. Ta gazinière plus ma table de cuisine. Ta force plus ma douceur. C'est pas ça. C'est la création d'une cellule originale, unique au monde. Nous. Cette façon que nous avons, nous, de rivaliser au Scrabble, de nous offrir un petit apéro de temps en temps. C'est nous, ça. Oh, j'adore quand les gens disent, c'est nous, ça. Car chaque couple est unique au monde. Je suis obligé de dire, quand un veuf se remarie, surtout, vous oubliez le premier couple. Hein. Comme aux fiancés, qui ont des expériences avant, je leur supplie d'oublier ces expériences. Car cette tête que vous prenez maintenant est différente de tous ceux que vous avez connus. Il ne faut pas lui demander de réagir comme telle personne d'autre que vous avez connue. On refait quelque chose d'original, d'unique, le couple, la communauté d'amour, le nous. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté d'amour? C'est pas tout faire ensemble. Oh, c'est le rêve de beaucoup de femmes. Oh, chérie, on fera tout ensemble quand on sera mariés. On ira en réunion ensemble. On ira à la messe ensemble. On ira à Carrefour ensemble. Tu parles. Faut pas rêver. On peut de moins en moins tout faire ensemble. C'est pas pour ça que c'est pas un couple. C'est pas tout faire ensemble. C'est tout faire en fonction de l'autre. Je suis séparé de ma femme, je suis représentant de commerce, je sais pas, moi, je suis à un bout du monde. Qu'est-ce que me dirait ma femme? Elle me dirait, tiens, mets donc ton cachetet, t'as la gorge fragile. J'entends ma femme. Je suis conseiller municipal. Qu'est-ce que me dirait ma femme? Dis donc, est-ce que vous pensez un peu aux vieux? Est-ce que vous pensez un peu aux mères de famille qui baladent leurs gosses et qui ont des escaliers dans les jardins publics au lieu d'avoir des rampes? Est-ce que si le conseiller municipal portait le nous, les soucis de son conjoint, parce que il ne dit plus tes gosses chialent, mon garçon a son bac. Il faut apprendre à dire nous. On ne peut pas tout faire ensemble, on peut tout faire en fonction de l'autre. Communauté conjugale, c'est pas, comment dirais-je, imposer à l'autre son rythme. Je prends par exemple au niveau de la prière. Prends un exemple. Voilà un couple qui fait son voyage de noces. Il arrive dans un pays, tiens, on voit une église. Ça se fait encore bien de visiter une église. On entre, allez, d'accord. Alors voilà la scène, vous savez. Alors l'homme arrive, là. La femme arrive. Alors l'homme se met dans le banc, la femme. Alors l'homme, amen. La femme, Seigneur, c'est merveilleux ce que je vis, tu ne peux pas rendre compte, j'ai un mari extraordinaire. Dire qu'il a fallu ce voyage de noces pour que je me rends compte de toutes les qualités qu'il possède. Oh, pourquoi là on ne voit? Mais je t'ai jamais dit assez merci. Alors Seigneur, aujourd'hui, il y a le mari qui dit, qu'est-ce qu'elle peut bien raconter? Alors au bout d'un moment, il dit, allez, écoute, t'as compris, on n'a même pas de retenue de chambre d'hôtel, il faut qu'on sorte. Ça va, on ne peut même pas prier avec toi. Vous voyez, si elle qu'est-ce qu'il devait faire? Ils ont deux rythmes différents, on respecte.
L'homme, il a fini, il peut aller se balader, il y a toujours une belle pierre à voir, il peut même aller en face de l'église, il y a toujours des bistrots, il peut acheter des cigarettes, c'est toujours du temps de gagner. Mais quand il sort, il ne veut pas dire à la femme, t'as envie de prier, prie. Chacun son rythme. Parce que si elle le bloque dans le banc, elle le brime. Mais si lui, il a fait sortir quand elle a encore envie de prier, il la brime. C'est dur, vous savez, de respecter l'autre dans la différence. La communauté conjugale, c'est très difficile à faire pour la bonne raison, je le répète, qu'il faut concilier le désir profond d'unité avec le respect des personnes. Moi, j'y peux rien. Il n'y a pas de couple qui a trouvé la solution au problème. Ça n'existe pas. Et ne rêvez pas, les fiancés, d'une belle unité merveilleuse. Allez, c'est pas vrai. C'est que il y a 3 types de couples. Il y a un couple où ils ne sont qu'un, parce qu'il y en a un qui a absorbé l'autre par phagocytose. C'est qu'il a une belle personnalité, puis l'autre dit, oh ben, ah oui, il est formidable. Ah oui, ah oui, ah oui. Hein, ils vont au restaurant, garçon, le mari, 2 crudités. Elle dit, ah oui, t'as toujours bon goût, hein. Il y a un autre couple, ils sont 2, ils ne sont plus un. Je ne dis pas qu'ils se mettent à 2 tables différentes au restaurant, mais c'est tout juste. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux une charcuterie, qu'elle dit, elle. Et moi, une crudité. Garçon, une charcuterie, une crudité. Elle mange sa charcuterie, il mange sa crudité. Ils sont 2, ils ne sont plus un. Comme ils disent, nous, on est modernes. On n'est même pas jaloux. Elle peut me tromper, moi, ça ne me fait rien, pourvu qu'elle me le dise, c'est tout. J'ai entendu ça un soir à Delarue, qui a dit ça. J'invente rien. Ils sont 2, ils ne sont plus un. Ils ont bradé l'unité. Le vrai couple, qu'est-ce qu'il fait? Il respecte la différence. Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Une charcuterie. Il respecte la différence. Mais il refait l'unité sur la différence. Et quand les plats arrivent, tu me refiles un peu de ta charcuterie et je te donne un peu de ma crudité. Et parce que vous avez respecté la différence et que vous l'avez accepté, que vous avez fait l'unité sur la différence, vous avez dans votre assiette beaucoup de possibilités gustatives. Car s'il y a 3 charcuteries, 3 crudités calculées, les matheux, ça fait 63 possibilités de sensations gustatives. Hein, vous mettez un peu de carotte avec un peu de saucisson. Oui. Vous essayez, vous allez voir, 63 possibilités. Vous voyez la richesse de la différence. La richesse de la différence. La communauté conjugale, ce n'est pas une fusion. C'est essayer de concilier le n'être qu'un et le restant 2. Et même le restant 3 en définitive, parce qu'en fait, il y a 3 pôles dans le couple. L'homme, la femme et l'amour. Et il ne faut pas sacrifier un des pôles aux autres. Par exemple, les femmes qui traînent leur mari dans les sessions au nom de l'amour. Lui, il en a marre, des fois. Hein? Alors, quand on est comme ça, très différent, qu'est-ce qu'il faut faire, vous voyez? Prenons un exemple. Voilà ce médecin du Nord qui s'en va à Paris, qui dit à sa femme, je te sors ce week-end, voilà. On n'a qu'une journée, non, c'est pas le week-end, il n'y a qu'une journée, on sort ce soir-là, et il se dispute dans le train depuis Lille à Paris, c'est authentique, hein, parce que lui dit, tu sais, ma chérie, on va à Paris, on va faire une belle sortie, on va aller voir un opéra. Il n'y a qu'à Paris qu'il y a des beaux opéras. La femme dit, un opéra? Arrête. Moi, j'ai envie un peu de me détendre, tu sais pas ce que c'est, j'ai un peu de gaieté, moi, je veux voir une opérette. En fait, tu ne vas pas aller voir une opérette, c'est infantile. Oh, tu sais, on voit que dans votre famille, vous n'avez pas beaucoup de culture. Et ils se sont disputés tout le long. Alors, qu'est-ce qu'ils devaient faire? L'opéra ou l'opérette? Ah, le cirque. Le cirque, ça ne les change pas. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eh bien, à la limite, elle peut aller voir une opérette, lui un opéra, pourquoi pas. Mais attention, ils ont oublié l'unité. Il faut refaire l'unité sitôt après. Après, on va aller se payer quelques fruits de mer dans un restaurant, et chacun dira tout ce qu'il a vu. C'est-à-dire que chaque fois que vous vivez quelque chose de séparé, il faut qu'après, l'unité soit reconstruite. Un couple, ça respire. Des temps forts, d'union.
Et puis après, chacun va à ce qu'il épanouit et on va remettre en commun. Il ne faut pas étouffer l'autre dans une fusion qui fatigue, ni non plus être séparés parce qu'on manque de chaleur et d'union. Mais vous serez toujours en problème entre le désir de n'être qu'un et de rester deux. Moi, j'y peux rien. Alors les jeunes disent, on va vivre l'union libre. Vous pouvez être unis et libre en même temps, non. Il faut bien grignoter de l'unité ou de la liberté. Moi, j'y peux rien. Parce que si vous êtes totalement unis, vous n'êtes plus libre. Et si vous êtes totalement libre, vous n'êtes plus unis. Il faut grignoter de l'un ou de l'autre. La couverture est trop étroite. Quand l'unité tire d'un côté, la liberté gèle de l'autre. Et tous les couples sont en tension. Il y a un problème là qui est congénial, qui est fondamental. Il n'y en a qu'un qui a résolu le problème. C'est Dieu. Il n'y a que dans la Trinité qu'on peut n'être qu'un en restant trois. Parce que l'amour est infini. Il y a unité totale. Et comme l'amour est infini, il y a respect total des personnes. Réfléchirez. Plus votre amour monte, plus vous êtes capable de solutionner le problème. Mais vous aurez toujours à ce niveau-là une certaine difficulté. C'est compliqué aussi la communauté conjugale, mais ça c'est l'essentiel qui est à construire. Et ça suppose de la générosité. Aimer une femme, dit Garaudy, pour sa beauté, pour l'attraction sexuelle qu'elle exerce envers nous, pour son intelligence, ce n'est pas encore de l'amour. Alors, qu'est-ce que c'est? Dès que l'on demande pourquoi on aime, on a cessé d'aimer. Car l'amour, qu'est-ce que c'est? C'est un acte constituant, inconditionnel, l'acte par lequel je franchis à la sommation de l'autre les frontières de mon individualisme. En fait, l'amour vous arrache à votre narcissisme. Il vous sort de vous. C'est comme un pas dans le vide que vous faites. Et il y a un risque. Et oui, dans le mariage, il y a une folie. Moi, j'y peux rien. Et vous ne pouvez pas, vous les fiancés, partir dans la vie sans vous dire qu'il y a du risque. Il y a du risque, c'est vrai. Il n'y a aucun couple que vous pouvez assurer qu'il tiendra. Vous avez des probabilités de 80-90%, mais jamais 100%. L'amour commence, je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on préfère l'autre à soi-même, quand on accepte sa différence et son imprescriptible liberté. Accepter que l'autre soit habité par une autre présence, par exemple du Seigneur. N'avoir pas la prétention de répondre à tous ses besoins. Vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas parfait. C'est vouloir la plus haute preuve d'amour pour que l'autre reste fidèle à lui-même. L'amour est appelé à nous transformer pour répondre aux désirs, aux appels de l'autre. Il m'appelle à dilater mon être pour répondre à l'attente de l'autre. C'est un appel, nous sommes conviés par l'amour à sortir de nous-mêmes, à donner cette chose en nous que nous ne connaissons pas. L'amour vous sort de votre narcissisme. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'amour, l'amour des enfants, c'est net. Hein. Vous savez, hein, les enfants vous sortent bien de votre égoïsme. Quand vous étiez jeune, vous dépensiez votre fric pour vous, pour vos petits plaisirs. Maintenant que vous avez des gosses, qui c'est qui dépense le fric? Eh oui. Alors ça suppose générosité, mais ça suppose confiance en l'autre. L'amour, c'est un pari sur l'autre, c'est une folie, c'est un pari sur quelqu'un. Mais c'est une drôle de reconnaissance de valeur. Est-ce que vous vous rendez compte, vous qui êtes mariés, qu'il y a un Gus qui vous a dit « Je parie que je peux vivre avec toi toute une vie ». Quelle reconnaissance de valeur. C'est quand même mieux que si vous dites « Je te prends un essai pour 3 mois ». C'est pour ça que je suis persuadé que tout le monde désire le mariage. C'est-à-dire tout le monde désire rencontrer une personne qui me dira « Tu es tellement formidable que je suis prêt à parier toute une vie avec toi ». Quelle reconnaissance de valeur. Jamais vous ne remercierez assez votre conjoint d'avoir parié sur vous. Donc, confiance en l'autre. L'amour est ouverture à l'autre, et encore Garaudy, parie sur ses possibilités sans fin de métamorphose et de création. Une personne, c'est quelqu'un qui a tellement plus d'avenir que de passé. Ça veut dire que le meilleur de lui n'est pas apparu. Ah, bonsoir, il faut pas oublier ça. Vous avez combien de mariages? 48. 48, c'est beau ça. 50 ans, on va au ciel tout droit, je vous le dis. Bon, faut encore tenir 2 ans.
voyez madame, votre mari, hein, regardez bien ce bonhomme. Vous ne le connaissez pas. Non, non, pas totalement. Parce que le meilleur de lui n'est pas encore apparu. Un homme, ça a tellement plus d'avenir que de passé. Ce qui est, moi je crois, ce qui serait étonnant de l'au-delà, c'est quand les carapaces de nos conjoints fondront au soleil de Dieu, vous direz, c'est pas vrai que j'ai vécu à côté d'un tel trésor. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il faut avoir les yeux ouverts aujourd'hui et voir le merveilleux qui est au fond de l'autre, au lieu de penser qu'il est chez un autre ou une autre, ce merveilleux. Il y a toujours plus dans l'autre que ce qu'on a découvert. Ça, c'est des phrases, on devrait mettre ça dans ses toilettes. Dès que vous pouvez dire « je te connais », vous n'aimez plus. C'est combien de gosses sont meilleurs hors de leur famille que chez eux, parce qu'hors de leur famille, on croit encore en eux, tandis que chez soi, on les connaît. On a mis une étiquette. L'être humain est un infini. Les gens disent on va s'ennuyer avec quelqu'un toute une vie. Eh oui, si par la communication, vous ne découvrez pas tout au long d'une vie l'infini qui est en lui. Mais ça, je regrette. On s'arrête trop souvent, on a vite classé l'autre, voilà. Je te connais, non. Dès qu'on connaît, on ne connaît plus. Alors, une phrase aussi qui vaut de l'or. On ne grandit que pour les gens qui croient en nous. Ça, vous mettez ça en grand. Est-ce que je crois encore à mon conjoint? Est-ce que je crois en mes gamins? On ne grandit que pour les gens qui croient en nous. Voilà ce que c'est un peu la communauté. Bon. Alors, conditions pour une communauté. À quelles conditions on va faire une communauté? Première condition, il faut d'abord être quelqu'un. Vous ne faites pas une communauté avec des personnes qui sont des infantiles. S'il y en a un qui a une forte personnalité, l'autre qui n'en a pas du tout, ben il va être forcément absorbé. C'est pour ça. Un couple, c'est pas deux personnes scotchées. Je peux pas vivre sans toi, mon chéri. Comment je ferais pour vivre sans toi? Alors vous n'êtes pas des gosses, non? Faudra bien un jour être tout seul quand il sera mort. Ah ben, il n'y a pas de quoi rire, hein? 80% des femmes qui sont là seront veuves. C'est là à peu près la statistique, quoique maintenant elle nous rattrape un peu. Mais c'est les hommes qui meurent, les femmes du... non. Alors comment on fait pour vivre seul? Si toute ma vie, je ne peux pas vivre sans toi. Oh, mais sans toi, je suis... Ben non, comment vous ferez? Il faut d'abord être quelqu'un. Et vous savez le signe qu'on est quelqu'un? C'est qu'on est capable de solitude. Je pourrais vivre sans toi, mon chéri. Très bien. C'est dommage. T'es formidable, je suis formidable. Ça, c'est idiot. Vous voyez la différence entre le couple de gamins, dont jeunes sont souvent comme ça, scotchés, vous voyez? Ils ont quitté les jupes de leur mère dès qu'ils arrivent d'un campus universitaire. Ils cherchent aussitôt d'autres jeans ou d'autres robes. Non. Ah, ça, c'est le couple. Je ne peux pas vivre sans toi. Couple de gamins, d'adolescents. Tandis que le couple adulte, c'est deux personnes qui seraient capables de vivre seules. Mais qui, ça serait idiot de vivre seul. Ça serait dommage de ne pas mettre en commun toute cette richesse que nous avons. Mais ils pourraient vivre seuls. Ça, c'est la première condition. Être capable de vivre seul. Deuxièmement, pour faire une communauté, on vous a dit au début, ce matin, je vous disais, acceptez la différence. Je dis non. Réjouissez-vous de la différence. Les couples les meilleurs sont ceux où les conjoints sont différents, mais à condition qu'ils acceptent la différence. Car si tu penses comme moi, si tu ressens toutes les choses comme moi, je suis tout seul. Tandis que ce n'est pas d'accord, même au point de vue électoral. Aujourd'hui, c'est pas facile, de savoir pour qui voter. Quelle occasion dans le couple de se discuter, pas de... Quelle occasion de discuter, puis la différence, c'est une richesse inouïe, mes chers amis, inouïe. Allez voir, je vais vous montrer ça, je vais vous le prouver, moi. Regardez. Bon,
Quelle couleur? Quelle couleur? Blanc. Vous vous rendez compte, ces crétins, ils voient du blanc? Puis ceux-ci, ils voient jaune. Non, mais ils sont daltoniens ou quoi? Qui a raison? Ah. Les deux ont raison. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ben non, hein? Vous retournez. Retourner la feuille. Ah non, non, parce que c'est la réalité, elle ne bouge pas, elle. Il faut passer à la place de l'autre. Ça veut dire que quand vous n'êtes pas d'accord dans un couple, c'est que vous n'êtes pas placé de la même façon par rapport au problème. Comme votre mari n'est pas tout à fait idiot, quand il n'est pas d'accord avec vous, vous pouvez toujours vous dire, il voit quelque chose de juste. Je vais essayer de me mettre à sa place et de voir ce qu'il voit de juste. Quand votre femme n'est pas tout à fait stupide, si elle ne voit pas la même chose que vous, c'est qu'elle voit quelque chose de juste. Je vais donc, mon mari, essayer de comprendre ce que vit ma femme, et alors je vais m'apercevoir, elle, qu'elle voyait ça, et que les autres voyaient ça. Ça n'a l'air de rien, hein, mais c'est la meilleure façon de régler les disputes, en partant du principe que l'autre voit quelque chose que je ne vois pas. Dans l'éducation des enfants, il y en a un qui est sévère, il y en a un qui est large d'idées. Ben, les deux ont raison. Il va falloir justement trouver une solution médiane. Mais vous ne trouvez une solution médiane que si vous faites un effort de vous mettre dans la perspective de l'autre. Enfin, pour faire une communauté, il faut mettre en place ce qu'on appelle la loi de rupture. Il faut rompre avec le passé. Que vous le vouliez ou non, vous faites l'homme et la femme quitteront leur père et leur mère pour s'attacher l'un à l'autre. Et ça, il y en a qui ne l'ont jamais fait. Il y a un jour, il faut rompre avec la belle-mère. Il faut rompre avec les parents. Il faut rompre avec l'éducation passée. Alors, parlons un mot de la belle-mère en vitesse. Hein. Il y en a d'ailleurs dans la salle qui sont des, je l'ai déjà vu comme ça dans vos yeux, qui sont des femmes adorables. Quels sont les grands principes du rapport parents et enfants? Une fois qu'on est marié, chaque foyer, chaque ménage, on ne vit jamais chez les parents. Jamais! Si on veut bousiller un couple, c'est infaillible. Jamais! Il y a des ponts à Bordeaux. Allez plutôt sous les ponts. Deuxième principe, une fois qu'on est marié, mon mari a toujours raison, ma mère toujours tort. Je ne peux pas me gourer. Je ne peux pas me tromper. Troisièmement, quand il y a un différend entre les enfants et les parents, c'est la fille pour ses parents, le fils pour ses parents, qui fait l'élément tampon. Par exemple, il faut annoncer à la belle-mère la naissance du 8e. C'est pas le gendre qui va l'avoir. C'est sa fille qui dit « Maman, c'est une bonne nouvelle, on attend le 8e. » Et la mère dit « Mais il va te tuer. » Elle répond « C'est moi qui l'ai voulu. » Et si la mère insiste, comment tu faisais toi, c'est fini. Vous voyez l'élément tampon. On n'envoie pas le gendre faire la commission. Mais ceci étant dit, il ne faut quand même pas oublier que quand on quitte son père et sa mère, on leur demande un sacrifice énorme. Les enfants, c'est quand même le fruit de votre chair. Et quand ils partent, ça fait drôlement mal. Et quand les enfants, d'un seul coup, semblent dire aux parents, c'est fini, on ne vous voit plus, ils sont déchirés. C'est un arrachement, il faut le savoir. Il y a de la souffrance chez les parents. C'est pour ça qu'on n'a jamais le droit de priver des grands-parents de leurs petits-enfants. Jamais. C'est inadmissible. Il faudra vraiment que le grand-père soit incestueux. Mais jamais. C'est trop grave. Et on leur demande beaucoup, on leur demande un sacrifice. Mais la belle-mère n'aura pas le droit de nous dire ce que nos choix principaux de notre foyer, c'est à nous de les choisir. Par contre, comme la belle-mère, on voit qu'on n'écoute pas, elle croit qu'on l'aime pas, alors que c'est pas vrai, on l'aime. Donc, on va lui prouver notre amour, elle aura les crottes en chocolat.
Elle aura un coup de fil de temps en temps, elle aura une invitation au repas, mais après elle part chez elle. Vous voyez? Il ne faut pas qu'elle croie, parce qu'on vit maintenant en autonomie, qu'elle croit qu'on ne les aime plus. Et quand les parents sont assez intelligents, je dirais, pour laisser leurs enfants prendre leurs initiatives, souvent après les enfants vont demander conseil aux parents, alors dans ce cas-là, pourquoi pas. Et ça marche très bien.